écrivaine québécoise contemporaine, comme vous le savez sans doute, et ces romans accordent toujours une place très importante à la corporalité des personnages, et notamment à la corporalité vécue, c'est-à-dire aux sensations, aux perceptions, à la motricité, à la posture, en première personne ou en focalisation interne. Or, selon la théorie phénoménologique développée par Merleau-Ponty, le corps vécu, le life, est ce par quoi l'on existe dans l'espace et par quoi l'on a un monde. Le life est donc intimement lié à la subjectivité, à la sensation d'être soi. Donc, je vais présenter ici l'évolution de la corporalité de la narratrice de La Maison étrangère, un roman publié en 2002. Dans ce roman, la narratrice, Elisabeth, à la suite d'une crise personnelle provoquée par une rupture amoureuse et un retrait du monde extérieur dans son logement, la narratrice passera de l'expérience de son corps comme objet à celle d'un corps vécu, notamment par le biais de ce que j'ai appelé un devenir maison. Sa maison, qui lui est devenue étrangère comme elle à elle-même et à son propre corps, deviendra le vecteur de l'établissement d'un nouveau milieu de vie et par la même occasion de l'avènement d'un nouveau type de subjectivité. Donc, j'emprunte la notion de corps vécu à Merleau-Ponty. La phéno-allemande utilise deux mots pour référer au corps. On a le corps-objet, corpeur, qui est vu de l'extérieur en troisième personne, et on a le corps vécu, le Leib, qui est à la première personne. Cette approche permet d'embrasser la dimension vécue de la corporalité au jeu de la narratrice du roman. Mais aussi, l'approche de Merleau-Ponty permet d'étendre l'étude de la corporalité à celle du rapport au monde du sujet, puisqu'être un corps vivant, c'est aussi être incarné dans le monde, c'est-à-dire être au monde. En effet, si c'est par la vie de son corps, donc encore ici, perception, motricité, posture, affect, si c'est par la vie de son corps que le sujet accède au monde, un monde est toujours le monde d'un sujet incarné. Merleau-Ponty dit alors que le Leib est dans un rapport de co-constitution avec le monde qui l'entoure. Par exemple, en ce qui a trait à l'espace, le sujet ne vit pas dans un monde objectif, un espace objectif, pardon, qui serait l'espace d'une carte géographique. Par son expérience sensorielle, sensorimotrice, le sujet instaure son milieu de vie, son espace vécu. On voit donc comment le corps peut devenir maison, puisque tout corps constitue son milieu de vie et se constitue lui-même dans ce processus. Alors, au début de La Maison étrangère, la protagoniste fait l'expérience de son corps de façon dualiste, donc corps-esprit, et à la troisième personne. Il s'agit d'un corps objectifié davantage que d'un corps vécu, ce qui rend moins susceptible ce corps d'être un corps propre, réellement, donc un corps qui serait le principe de l'être au monde d'Elisabeth. L'objectification se produit par la réduction de son corps vécu à la seule image de son corps que lui renvoie l'homme qui la désire. Donc je cite, « Depuis l'adolescence, chaque fois que je pensais dans mon corps, c'était en le voyant dans l'ombre d'un autre. Dans l'ombre, il y a mon corps et celui de l'homme. J'entrais dans le corps de la femme aimée, l'aimante. J'appartenais enfin au vaste monde. » Donc dans cette citation, par exemple, on voit la relation entre l'appartenance au monde et le fait d'être incarné dans son corps. C'est très Merleau-Ponty. Le premier problème avec l'identification de la narratrice à la seule image du corps et non à son live en entier, c'est que c'est uniquement grâce à l'intervention de l'autre qu'Elisabeth peut avoir un corps propre. L'autre est alors le principe de son être au monde. Or, ce dispositif d'accès au corps propre se dégradera au gré d'évolution de sa relation avec son conjoint Jim. Par exemple, lorsque celui-ci la critique, je cite, « Mes recherches portaient sur la représentation du corps dans la littérature médiévale. Ironie évidente selon Jim, puisque j'avais une perception si mauvaise du mien. » Peut-être avait-il raison. Bon, le deuxième problème dans l'identification à la seule image du corps, c'est que ça repose sur la conformité entre l'image vue dans le miroir et une image de corps idéalisé comme corps désirable. Une conformité qui évidemment s'effrite au fil des ans. Alors je cite, « Jim m'offrait des miroirs, comme autrefois l'amant courtois, dans un geste complice et surtout plein de désir. Mais quand je m'y regardais, je ne trouvais pas ce que je cherchais. De moins en moins en fait. Jim le savait, ce corps pris en défaut, ce n'est pas moi, je lui disais. » Alors après le départ de Jim de la maison, Elisabeth n'a plus la caution de son regard désirant dans le miroir. Elle ne peut plus s'identifier à l'image de son corps et elle doit composer avec une désintégration du soi qui en découle. Je cite, « Le miroir était toujours dans la chambre. J'y regardais maintenant mon corps avec une sorte d'incrédulité. Les signes du vieillissement n'étaient pas ce qu'ils auraient dû être. Mon corps se dégradait sans que l'amour n'y ait laissé de traces.
les petits plis de la peau sur les genoux, les bras fatigués, la paupière gauche attirée vers le bas. C'est à une autre que cela arrivait. Alors le vieillissement et la solitude rendent la protagoniste non seulement étrangère à son corps, mais également et de façon irrémédiable étrangère à elle-même. Je cite encore, « La détestation de mon corps. Le mal était de plus en plus insaisissable dehors, et il prenait désormais la forme d'une lutte avec moi-même. Cette enveloppe qui vieillissait, cette enveloppe sans existence, je n'arriverai jamais à lui donner une forme continue. » Donc ces changements constituent pour la narratrice une tragique défamiliarisation de son corps propre et de façon concomitante de son existence. Il en résulte une crise qui l'amène à se replier à l'intérieur de son logement. Mais ce logement, qui a été déserté par Jim et vidé de ses meubles, est aussi défamiliarisé. La narratrice est donc aussi privée de son monde vécu habituel. Donc ça va mal, c'est la crise. Toutes ces familiarisations vont déclencher le devenir maison de la narratrice. Il faut savoir qu'au quotidien, normalement, la sensation d'être spatialement située dans sa maison passe plutôt inaperçue, comme l'explique Kirsten Jacobson, qui est par ailleurs Merleau-Pontienne, donc excusez mon anglais. For most of us, the home is not typically experienced as an objective location, but rather, like our bodies, as a lived resource. The home, like the body, is an essential background presence. It is the foundation that allows us to encounter and engage the world. Yet, importantly, the home, like the body, is also essentially in the background. Drew Leder writes of this background character of the body and, by extension, here of home. As such, the experience of one's own house will be marked by corporeal effacement. Without the disappearance of body and home, we would not be able to be involved in and concentrate on the projects that extend beyond ourselves. We must and do let go of our awareness of the home in order to venture into the world beyond our family territory. Dans La maison étrangère de Turcotte, dans cette situation particulière de la narratrice, sa défamiliarisation à tous les niveaux de sa vie, que va se déclencher le devenir maison de son corps. Dans le devenir maison, le corps vécu et le monde vécu viennent à coïncider l'un avec l'autre, ce qui annihile l'espace normalement dédié au projet et à l'affairement quotidien, comme l'expliquait la citation de Jacobson. Il faut mentionner maintenant que ce devenir maison d'Elisabeth est fondé sur une conception dualiste du sujet. Donc, je l'ai appelé le corps enveloppe. Dans le roman, oui, le corps est une image, mais c'est aussi l'enveloppe de l'âme, suivant la conception médiévale chrétienne qui fait l'objet des recherches de la narratrice. C'est à partir de cette conception dualiste de corps-enveloppe qu'Élise Turcotte développe dans plusieurs romans d'ailleurs, le devenir maison du corps. Ce corps-maison permet d'établir une correspondance spatiale entre l'intimité du fort intérieur et celle de la maison que l'on habite, et ainsi de spatialiser le soi, comme dans un autre roman, L'île de la Merci, publié 3 ans avant Maison étrangère. Donc, je cite l'exergue de L'île de la Merci, qui est elle-même une citation, enfin on s'en fout. Mais un jour, nous devons remettre de l'ordre dans le monde, le corps à gauche, le foie à droite, bien rincés à l'eau et au vinaigre, comme des fenêtres. Citation de Dominique Robert. Un autre extrait de L'île de la Merci qui expose ce corps maison. Tout ce qui est à l'extérieur de son corps semble différent, détaché, comme appartenant à une autre réalité. Elle voudrait faire un geste, une action qui lui permettrait d'entrer dans cette réalité. Se mettre en colère, par exemple. Chaque fois, la colère continue d'avancer, mais Hélène reste derrière. Ok, l'intérieur de mon corps est une chambre, et dans cette chambre, tout est net, placé. Donc, revenons à La maison étrangère. Je cite, « Dans les textes médiévaux que j'étudiais, on décrivait parfois les yeux, la bouche, les oreilles comme des fenêtres par lesquelles on pouvait prendre le goût du monde et de ses vices. Enfant, je croyais que c'était par les trous de ma peau que le monde s'enfuyait. Dès qu'une parcelle de ce monde entrait, elle fuyait par mes pores. Je cherchais le moyen d'enfermer mon âme dans mon corps. » Alors, selon cette spatialisation du soi, le corps est à la fois une enveloppe qui contient l'intimité et une frontière la préservant des dangers du monde extérieur. Malgré le dualisme qui est derrière cette conception, ce type de corps est déjà plus du côté du Leib, du corps vécu, que l'était le corps-image, puisqu'il origine de l'expérience sensorimotrice, donc d'être situé dans l'espace. Ainsi, si le corps est l'espace contenant le soi, c'est d'abord en tant que lieu de l'expérience que le soi fait du monde. Mais dans le cas du devenir maison
qui nous occupe ici, le corps enveloppe est plutôt le lieu de l'expérience d'un refus du monde extérieur. Ce refus rend l'être au monde problématique, donc l'existence aussi. La maison étrangère souffre d'ailleurs sur ce problème. Je cite, « Il y avait une cache dans ce corps par où des journées entières disparaissaient. Je vivais dans une maison étrangère, limitée par mon propre moi et par l'ignorance. Et à cause de cette ignorance, trop souvent projetée en dehors du monde. » Le devenir maison du corps d'Élisabeth est donc l'expression de la co-constitution problématique de son corps vécu et de son espace vécu. Au lieu de donner un monde au personnage, elle lui retire son accès au monde. Ce bouleversement dans l'être au monde se traduit par différents mouvements, par exemple la chute, la disparition. Donc je cite, « J'aurais aussi bien pu monter sur le toit de mon immeuble et me laisser tomber dans le vide. J'aurais pu m'exposer concrètement au danger, puis à la survie. Ces sensations avaient la même racine. Et je restais là, dans ma robe de nuit démodée, à parcourir les pièces de mon appartement. Je n'arrivais pas à me réveiller complètement. » Alors, ces mouvements qui mettent hors de soi la narratrice vont alors s'incarner avec une force particulière dans le récit d'une petite sirène en bois ayant coulé au fond de l'océan lors d'un naufrage. Un récit qui, paradoxalement, contient le germe d'une renaissance pour la narratrice. Je cite, « Comme la petite sirène, je me voyais parfois couler dans l'eau profonde, objet insignifiant laissant s'accumuler sur lui des strates de sens et de mystère avant d'acquérir le droit de remonter à la surface. » Donc, ce mouvement de chute dans un monde souterrain, ce n'est pas qu'une allégorie à laquelle s'identifie la narratrice. Ce mouvement est vécu à même le séjour dans la maison. Donc, je cite, « La femme qui vivait dans cet appartement avait eu des meubles comblant le moindre espace qui montrait d'une imperfection. Les couleurs claires et joyeuses, les souvenirs de voyage, autrefois savamment disposés. L'arrangement sobre de toute chose, c'était le signe d'un goût sûr et d'une présence disciplinée. Seuls les fils électriques n'avaient jamais été domptés. Ils rampaient sur le plancher du salon, de sa chambre, de son lieu de travail, laissant deviner un monde parallèle, sans beauté ni harmonie. Ce monde existait, il poussait sur la surface, il creusait de petites galeries d'appétit qui échappaient à la compréhension. Cette femme entourée de signification, cette femme à côté d'un abîme, c'était donc moi. Alors, la narratrice Élisabeth va abandonner le désir d'harmonie, de beauté, de signification. Elle va accepter de tomber dans l'abîme et le chaos, comme la petite sirène, de renoncer à soi, et sa maison va alors commencer à s'ouvrir à une nouvelle expérience subjective. Je pense qu'on est rendu là. La chute hors de soi, en dissolvant le soi souffrant, dissout aussi sa souffrance et permet l'avènement d'un nouveau type de présence au monde, centré sur la corporalité vécue, donc le toucher, le mouvement dans l'espace et la posture principalement. Une corporalité vécue à travers laquelle la narratrice peut exister à nouveau. Je cite, « La petite sirène coulait dans l'eau sombre et profonde. Elle fermait les yeux de ravissement. Un choc léger, elle heurtait une pierre, une épave, une statuette, une église. Elle reprenait sa descente et coulait, transportant avec elle des millions de voix inconnues. Un autre choc, voici le fond de sa forêt marine. Il y avait des éponges, des annélides, des mollusques du varech, des algues et des plantes bougeant de façon un peu mystérieuse. Elle s'arrêtait là, creusait sa place dans la vase. C'était l'endroit rêvé pour dormir. » Alors, si la perte de soi était vécue négativement, comme un deuil au début, avec ce mouvement de dissolution et de chute, la narratrice rejoint une sorte d'extase, une sortie du mythe du sujet un et doué de raison vers une subjectivité prépersonnelle, plurielle, altérée, non pas hors du monde sensible, selon la définition traditionnelle de l'extase qui nous vient du christianisme, mais au contraire, ici l'extase, c'est une dissolution du soi dans la matérialité du l'être et de son monde sensible. Alors, l'extase consiste en un retour à ce que Merleau-Ponty appelle l'existence prépersonnelle et une existence qui permet la constitution d'un monde vécu, justement. Donc je le souligne là, dans la dernière citation, la petite sirène a trouvé sa place dans la vase après la noyade. Merleau-Ponty sur la vie prépersonnelle. Ainsi apparaît autour de notre existence personnelle une marge d'existence presque impersonnelle qui va pour ainsi dire de soi et à laquelle je me remets du soin de me maintenir en vie autour du monde humain que chacun de nous s'est fait, un monde en général auquel il faut d'abord appartenir pour pouvoir s'enfermer dans le milieu particulier d'un amour ou d'une ambition. Mon organisme, mon l'être, comme adhésion prépersonnelle à la forme générale du monde, comme existence anonyme et générale, au-dessous de ma vie personnelle.
Alors, selon Merleau-Ponty, la vie prépersonnelle passe normalement inaperçue et sert de support à la vie personnelle, tournée vers les projets, donc l'amour, l'ambition. Mais ici, la narratrice Elisabeth, après toutes ces défamiliarisations et son devenir maison, elle va vivre cette strate prépersonnelle comme une expérience subjective en soi. Avec ce retour à la vie prépersonnelle, la narratrice est toujours recluse dans sa maison, mais cette maison n'est plus vide et étrangère. Elle accueille maintenant des mondes autres qui vont rendre la maison peu à peu habitable à nouveau. Autrement dit, le retour d'Elisabeth au LAIP lui permet de se constituer un nouveau milieu de vie. Donc je cite, « Dans ma maison étrangère, toutes ces heures qui se taisent et creusent leur tombe, il y avait ce chaos rempli d'écorces, de pierres, de poussière, de feuilles déchirées, de squelettes d'animaux, d'oiseaux rares et domestiques, de livres et de musées, d'hommes et de femmes qui s'accrochent à d'autres hommes et femmes, de photographies instantanées. Il y avait ce chaos dans le monde. Il y avait des morts, des vivants, des absents. » Alors, au fil des sensations tactiles et kinesthétiques, la narratrice convoque des mondes imaginaires, donc le monde marin, un monde de la forêt aussi, que je n'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui, un monde des morts. Tous ces mondes autres se projettent dans sa maison à la façon d'une hétérotopie. Je renvoie à la leçon de Foucault, malheureusement, je ne l'explique pas. Avec pour résultat l'instauration d'un milieu dans lequel la narratrice peut enfin exister. Elle parle d'ailleurs de géographie imaginaire, de sa géographie imaginaire, à un autre moment. Alors, le devenir maison... Ok, voilà. Donc, pour résumer, alors, on a vu rapidement que l'approche phénoménologique de Merleau-Ponty permet de comprendre, en suivant l'évolution de l'expérience corporelle au jeu, l'évolution concomitante du monde du récit, de l'être au monde et de la subjectivité du narrateur, en fait, dans ce cas-ci de la narratrice. La notion de corps vécu, LAIP, opposée à celle de corps-objet, corpeur, permet de comprendre comment, par son activité sensorimotrice, le sujet se donne un monde. Alors, corps vécu et monde vécu sont dans une relation de co-constitution, ce qui, sur le plan d'espace, permet de donner lieu à un espace subjectif, un espace vécu. Au début du roman La maison étrangère, Elisabeth perçoit son corps comme une image en face d'elle, qu'elle peut habiter grâce à l'intercession du regard désirant de son conjoint. Le départ de celui-ci de la maison et le processus de vieillissement corporel que cet événement met en évidence provoque une crise chez Elisabeth, ce que j'ai appelé son devenir maison. Soudainement recluse à l'intérieur de son logement, qui est devenu l'enveloppe corporelle étanche qui la protège du monde extérieur et spatialise son soi, le corps et le monde de la narratrice sont défamiliarisés, rendus étrangers. Elle ne peut plus s'identifier ni à son corps, ni rejoindre l'espace de ses projets quotidiens, ce qui la rend aussi étrangère à sa propre vie. Mais cette sortie hors de soi va aussi permettre un retour à la vie prépersonnelle et donc l'expérience du corps vécu, qui va devenir foisonnante, permet l'entrée du monde dans le corps maison. Donc l'expérience vécue foisonnante, l'expérience du LAIP, on a parlé d'expérience kinesthésique, des mouvements de chute, de noyade, la sensation d'être localisé dans un monde sous-marin, dans une maison des morts, souterraine aussi. On a souligné l'importance accrue du toucher et également la dissolution extatique du soi dans l'espace. Alors, par la projection hétérotopique de monde autre dans cet espace, qui est alors vécu de façon très incarnée, la narratrice va en arriver à rendre habitable à nouveau sa maison et donc à réinstaurer un milieu de vie à partir duquel son existence pourra se déployer dans un nouveau monde vécu. Au travers de ces processus, elle se sera pourvue d'un nouveau corps, altéré certes, mais qui lui sera maintenant propre, et d'une nouvelle subjectivité, altérée aussi, prépersonnelle. Donc voilà, ce serait tout. Merci.